Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre encore pour une nouvelle série, une série de 2 épisodes qui sera consacrée cette fois-ci sur le carbone bleu, après la gestion des chats sur les îles, après la restauration écologique des mangroves, après nombre d'autres webinaires que nous avons menés dans le cadre de ICO ces dernières semaines. Nous sommes ravis de vous compter très nombreux aujourd'hui, beaucoup d'inscrits. Ça veut dire que c'est un sujet qui parle aux gens. Il y a beaucoup de questionnements autour. Donc, on est ravis d'essayer de débroussailler avec vous, d'en savoir un peu plus sur ce que représente ce carbone bleu, fantasme et réalité autour de ces questionnements. Donc, nous avons la chance d'avoir des très bons intervenants aujourd'hui qui vont se présenter dans quelques minutes. Avant cette présentation, juste, je vous rappelle que pour ceux qui veulent suivre en anglais, nous avons la chance d'avoir Isabelle, qui nous sert d'interprète aujourd'hui. Et donc, vous allez voir la petite map monde, le petit globe dessiné interprétation, et vous cliquez sur anglais ou français. Donc, les interventions seront en français ou en anglais, et vous aurez en simultané Isabelle qui va traduire. Pour les questions, s'il vous plaît, merci de laisser vos questions au fil de l'eau dans la question box. Donc, il y a un modérateur, aujourd'hui, c'est Nora qui joue ce rôle, qui va prendre des questions que vous allez écrire dans la question box, qui va y répondre immédiatement ou qui va les synthétiser pour ensuite que nous puissions les poser à la fin de chacune des 3 interventions. Nous allons revenir sur les questions les plus importantes et nous allons donc transférer vos questions directement aux trois intervenants du jour. Voilà. Pour les speakers, petit rappel, vous êtes entendus, vous êtes vus. On vous demandera juste de couper vos caméras quand vos petits camarades voilà, pour laisser le focus sur la personne qui parle. Et vous êtes enregistré pour que ça puisse être rediffusé. Et c'est assez suivi sur les chaînes YouTube de EcoSolutions. Merci à vous. Alors, cette série sur le carbone, elle vient effectivement de questionnements qu'on entend de plus en plus sur le terrain. Nous avons la chance au Conservatoire du Littoral de nous rendre beaucoup à la rencontre des gestionnaires, des collectivités locales qui s'investissent sur la gestion des espaces naturels et le sujet du carbone en général, mais plus particulièrement du carbone bleu, revient régulièrement. Est-ce que c'est une réalité sur la capacité de séquestration? Est-ce que c'est vraiment un effet? Est-ce qu'il faut vraiment réorienter la restauration écologique sur ces enjeux de séquestration carbone et comment le faire au mieux? Et l'autre, surtout, question qui nous intéresse à travers ces 2 épisodes qu'on va voir, c'est le marché du carbone. Comment ça marche? Quels sont les acteurs qui se mobilisent pour faire des choses? Et est-ce que ça permet, au final, de mobiliser des fonds pour la gestion des espaces naturels? Est-ce que la conservation des espaces naturels va aussi bénéficier de ces crédits carbone? Voilà, c'est vraiment la question qu'on essaiera d'aborder au cours de ces 2 épisodes d'aujourd'hui et de jeudi prochain, dans 2 jours. Donc, EcoSolutions, le cadre général de ces webinaires, c'est plusieurs acteurs de la conservation en France et en Europe qui se sont réunis sous cette bannière de îles, côtes et océans solutions, de manière à identifier, partager des expériences et essayer de trouver des solutions aux problèmes, ne pas simplement se désoler de la situation catastrophique et des choses qui empirent, mais surtout essayer d'échanger ensemble, de voir un peu les bonnes pratiques et les mauvaises, dont on peut tirer aussi des conclusions. Donc aujourd'hui, le webinaire est piloté par le Conservatoire du Littoral, l'Institut pour les petites îles de Méditerranée et l'association ILO pour All Island Organization, qui travaille beaucoup sur les îles, pour l'un en Méditerranée et l'autre à l'échelle mondiale. Donc, ce premier épisode aujourd'hui du marché du carbone bleu, comprendre le marché carbone, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et donc, nous avons la chance aujourd'hui je passe rapidement sur l'équipe d'organisation, mais je remercie tout le travail qui a été fait par Enora et Félix en amont, qui ont eu des difficultés parce que le sujet est complexe, les acteurs complexes aussi. Nous avons eu quelques annulations au dernier moment pour les bonnes raisons. Ils ont dû trouver des solutions et donc merci à tous les gens qui ont réussi à se mobiliser pour ce webinaire. Donc, nous aurons
trois grandes interventions aujourd'hui. Mathilde Mignot, qui va se présenter, qui va nous présenter le marché carbone. Puis Christine Dupuis de l'Université de La Rochelle va intervenir pour nous présenter des écosystèmes liés au carbone bleu, fonctionnement. Ensuite, nous allons avoir Thorsten Thiel qui va nous parler là aussi du marché carbone bleu plus spécifiquement. Nous aurons ensuite une conclusion, une discussion avec Christine et Thorsten. Mathilde, malheureusement, devra nous quitter à 17h. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir malgré tout. Et nous conclurons pour mieux rebondir jeudi sur les problématiques d'exemples et de retour sur les expériences. Donc, Mathilde Mignot, Christine Dupuis, Thorsten Thiel. On va commencer par laisser la parole en 2 minutes à Christine pour qu'elle puisse se présenter et nous dire d'où elle nous parle. Et voilà, elle intervient aujourd'hui dans ce webinaire. Christine, à la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Christine Dupuis, je suis professeure à l'Université de La Rochelle et dans un laboratoire qui s'appelle Littoral Environnement et Société, laboratoire LIENS. Et en fait, je travaille en écologie aquatique et principalement, moi, ma spécialité, c'est l'écologie trophique, à savoir qui mange qui dans les écosystèmes, ce qui permet de voir la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Et je coordonne un axe qui s'appelle l'axe carbone bleu dans un projet qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui a pour ambition la neutralité carbone en 2040. Et mon objectif est d'utiliser ou de mettre en valeur en fait ces zones humides dans les processus de carbone bleu et de séquestration de carbone dans différents écosystèmes. Bien, merci beaucoup Christine, ce sera évidemment très intéressant. On est ravis de vous écouter. Thorsten, nous vous avons vu déambuler pour essayer de trouver un endroit, puisque vous êtes sur le chemin pour rentrer chez nous, si j'ai bien compris, pour vous connecter sur votre ordinateur. Thorsten, si je vous laisse la parole pour vous présenter en 2 minutes, si vous pouvez. À vous la parole. Thank you very much. It's a great pleasure to be with you. My name is Thorsten Thiele. I run Global Ocean Trust. We advise on issues such as blue carbon. My background is in finance. I am a member of the International Partnership for Blue Carbon Focus Group and of the Blue Natural Capital Financing Facility, which is an IUCN-run project. So I work in this whole area, and Global Ocean Trust is a network of experts that works on ocean solutions. Very nice to be with you. Merci beaucoup. Thank you very much, Thorsten. Je vais proposer donc à Christine et Thorsten de couper vos caméras. Nous allons laisser Mathilde se présenter et ensuite commencer sa présentation. Donc Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette introduction et de nous introduire au sujet du marché carbone. Donc Mathilde, je vais vous présenter et commencer notre présentation. Merci, la parole est à vous. Merci beaucoup Fabrice et merci pour l'invitation. Donc je m'appelle en effet Mathilde Mignot, je travaille chez Ecoag depuis maintenant 8 ans et demi. Mon rôle est principalement, je suis spécialisée principalement sur les questions du marché volontaire du carbone. Je précise bien volontaire puisqu'on travaille sur des mécanismes de financement avec des crédits carbone et non pas des quotas, mais je reviendrai sur ce sujet dans mon introduction. Et mon rôle chez Ecoact, en fait, est de gérer toute l'activité liée à la compensation, donc à la fois le développement de projets de compensation, que ce soit sous les standards internationaux de compensation carbone ou sous des standards domestiques. Donc en France, nous avons le label bas carbone et Ecoact est assez actif sur les questions du label bas carbone puisque nous avons développé une méthodologie liée aux réserves des marins, principalement aux posidonies, sur la restauration et la préservation. Et nous travaillons également sur la finalisation d'une méthodologie liée à la restauration des mangroves. Donc,
on est assez actif sur ces questions de carbone bleu, notamment au niveau de la France, mais également à l'international. Et Coact est une entreprise française initialement, mais avec des bureaux à la fois à Londres et à New York et en Espagne. On a aussi une équipe terrain au Kenya, donc et on a des partenaires à peu près dans beaucoup de pays, que ce soit en Asie, en Amérique centrale, du Sud et en Afrique. Donc on est répartis en termes de partenaires et de projets assez globalement. Et notre rôle, en fait, c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie net zéro, dans cet objectif de neutralité carbone à 2050, avec zéro émission nette. Donc, dans la logique de zéro émission nette, nous développons des projets qui visent à donc, répondre à l'accord de Paris, donc la séquestration du carbone dans les puits de carbone, à savoir les sols, les océans et les forêts. Et du coup, pour ça, nous avons une équipe dédiée. Aujourd'hui, je gère une équipe de 30 personnes qui sont vraiment dédiées à la certification de projet, au travail avec les partenaires, et 50 autres personnes qui sont dédiées à 2 projets en particulier au niveau du Kenya, qui sont des projets d'efficacité énergétique et du coup qui sont des personnes locales basées au Kenya. Donc ça, c'est pour mon activité et pour comment ça s'inscrit dans le cadre EcoAct. Donc on est à la fois développeur de projets de compensation, mais également cabinet de conseil pour les entreprises. On travaille avec beaucoup d'entreprises en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On a principalement entre ces 3 géographies, sachant que la plupart de nos clients sont des entreprises, je dirais, du CAC 40 ou des entreprises principalement françaises, puisque notre ADN à la base est français. Voilà pour ma brève introduction. Peut-être qu'on peut passer le slide d'après. Donc l'objectif, peut-être pour revenir sur le marché volontaire du carbone, et j'ai un collègue qui participera donc au webinaire de jeudi pour donner un peu plus de concret, aller un peu plus dans le détail de ce que c'est de générer des crédits carbone et ce mécanisme de financement. Moi, je vais vous donner le contexte global et après, lui, il rentrera dans des cas pratiques et très précis. Donc, dans le cadre du contexte global, le marché volontaire du carbone a été développé avec en quelque sorte trois principaux objectifs, à la fois l'ambition de l'accord de Paris. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'on a tous cette ambition. La partie financement, donc développer un mécanisme de financement qui permet d'aller apporter de nouvelles sources de financement pour les projets pour se développer ou pour financer des projets existants. Donc, c'était le deuxième objectif. Et la question du timing. Alors, mes slides sont en anglais, mais je parle en français. Donc, s'il y a des questions sur les slides, n'hésitez pas. Et la question du timing, à savoir fait d'intégrer ça dans une stratégie net zéro, puisque le temps de la transition est un temps long. On le voit beaucoup avec nos clients, mettre en place des stratégies en lien avec les objectifs du GIEC, révolutionner une entreprise, ça prend du temps. En attendant, nos écosystèmes sont à risque. Donc, comment intégrer ça dans une stratégie d'entreprise et comment le faire dès maintenant? Il y a vraiment cette question de l'urgence climatique. Et donc, c'est vraiment les trois points importants de l'objectif de ce marché volontaire du carbone, qui est un marché récent. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce slide. Il a moins de 20 ans, ce marché. Et Coact, nous, on s'est développé autour de l'accompagnement aux entreprises, notamment en 2005, plus sur le calcul carbone, la plupart des entreprises essayaient déjà de comprendre leur impact carbone, mais on avait déjà anticipé le besoin de développer des projets de réduction et de captation du carbone de captage du carbone en France et à l'international. Donc, depuis 2005, on est actif sur le marché volontaire du carbone. On est très actif également sur vraiment vérifier la qualité, aller sur le terrain et voir quels sont les meilleurs types de projets dans lesquels investir ou développer et certifier sous les cadres de compensation carbone. Donc en fait, ce marché, il découle pour revenir aux origines du protocole de Kyoto qui avait mis en place un certain nombre de mécanismes pour permettre des financements. C'est ce que je dis en introduction, nous on travaille sur un marché volontaire et pas sur les marchés réglementaires. Sur les marchés réglementaires, on le verra rapidement dans la slide d'après, il y avait l'objectif d'avoir des quotas d'émissions pour avoir un objectif commun. Par exemple, on le voit avec l'EUETS, donc le marché européen des quotas, où on a un objectif par entreprise à ne pas dépasser un quota et sinon il y a une possibilité de revendre ces quotas pour ne pas dépasser un objectif commun au niveau de l'Europe. Après, on a aussi également 2 autres mécanismes, donc des mécanismes de développement propre. Donc, il
il y avait cette logique, ce qu'on disait à l'époque, hein, l'aide au développement nord-sud dans ce protocole de Kyoto. Donc, vraiment aller pousser des financements dans des pays qui n'avaient pas ces financements ou qui n'avaient pas ou aller vers des développements plus propres que ce qui avait été déjà mis en place. Et puis, Joint Team Implementation. Donc, ça, c'était la mise en œuvre conjointe. Donc, vraiment l'idée d'aller travailler ensemble. Donc là, c'est plus nord-nord, et donc aller travailler ensemble pour développer des mécanismes entre pays développés. Ces mécanismes, en fait, qui découlent de l'accord du protocole du Kyoto, ça a été les prémices du marché volontaire. La logique, c'était de se dire quels sont tous ces acteurs qu'on a autour de nous et qui n'ont pas de réglementation. En France, on a énormément d'acteurs qui n'ont aucune réglementation sur leur impact carbone, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un bilan carbone, essayer de réduire, essayer de faire quelque chose, mais il n'y a pas du tout, on les a pas mis dans un marché réglementaire, on leur a demandé au mieux de donner des informations liées à leur impact carbone. L'objectif du marché volontaire, c'est qu'est-ce que peuvent faire ces entreprises au-delà de réduire et de mesurer, de réduire leurs émissions. Et évidemment de s'adapter aux changements climatiques. Donc, il y a un certain nombre de projets et de méthodologies qui sont mis en place pour pouvoir répondre à cette demande volontaire et à cette, en quelque sorte, volonté d'investir dans ce qu'on appelle aujourd'hui les puits de carbone. Donc, peut-être le slide suivant. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de présentation, peut-être c'est après. Donc là, on voit bien la différence entre le marché réglementaire et le marché volontaire. Sur le marché réglementaire, vous avez vraiment l'entreprise A, l'entreprise B, un objectif commun au niveau des deux entreprises. Donc, s'il y en a une qui émet plus que l'autre, ça veut dire que l'autre émet moins, et on s'équilibre pour arriver à l'objectif commun. Et là, en l'occurrence, si on parle de l'UETS au niveau de l'Europe. Le marché volontaire, on est plus sur une logique de développement de projets. Donc, on a différents acteurs. On va avoir, en fait, pour développer des projets, il faut des méthodologies. Quel cadre et quelle méthodologie on va suivre pour développer un projet, par exemple, là, de restauration de mangroves? On va avoir des experts sur les questions de mangroves qui vont se réunir et qui vont créer une méthodologie. Cette méthodologie va être ouverte à consultation publique, donc c'est pas en cercle fermé, c'est vraiment des méthodologies qui sont ouvertes, qui sont faites par des standards reconnus au niveau international et qui vont dire, nous, on propose cette méthodologie pour pouvoir calculer le carbone séquestré dans l'arbre en restaurant ces forêts-là. Donc, on a un certain nombre de méthodologies. Ça ne va pas juste sur les sujets de séquestration, mais aussi de réduction des émissions. Donc, les standards vont développer des méthodologies. Des développeurs de projets vont développer des projets en lien avec en respectant ces méthodologies, et des entreprises qui ont un impact carbone qu'on appelle irréductible, donc qui prend vraiment du temps à réduire, vont aller identifier dans leur bilan carbone la partie qui n'arrive pas à réduire, donc les émissions résiduelles, comme on appelle, pour aller financer ces projets. C'est comme une sorte de mécénat scientifique, en quelque sorte, pour dire je suis une entreprise d'envoi de courrier et colis à l'international, par exemple, j'imagine que vous connaissez la principale française, mais qui est un de nos clients, par exemple La Poste, qui vont avoir un certain bilan carbone sur leur activité et qui vont dire, je prends vraiment un exemple parmi nos clients, et qui vont dire, sur cette activité, nous, on va aller financer des projets pour ne pas rien faire sur ce bilan carbone qu'on n'arrive pas à réduire, ou qu'on met un certain nombre d'années à réduire en fonction de notre impact environnemental et notre stratégie de réduction. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux acteurs, enfin les deux mécanismes. Et vraiment, sur le marché volontaire, on n'est que sur des entreprises qui n'ont pas de réglementation, donc qui font vraiment ça dans leur démarche environnementale. On peut passer le slide suivant. Pour peut-être préciser un peu, donc vraiment la compensation carbone volontaire, c'est vraiment aller faire son bilan carbone. Donc là, on prend la partie du schéma où il y a écrit here. Donc vraiment, par exemple, on est en France, on fait son bilan carbone, on estime qu'on a des émissions qu'on va réduire, donc on va retrouver dans la partie Reduce CO2 en bleu foncé, mais qu'on a une partie émissions résiduelles qu'on n'arrive pas à réduire parce que ça prend du temps, ou c'est pas simple de tout réduire, on ne peut pas tous être à zéro. Et donc dans cette logique-là, et face évidemment à l'urgence climatique, il y a en parallèle des projets qui vont se développer, que ce soit en France ou à l'international, qui vont avoir besoin de financement. Et du coup, le mécanisme qui a été mis en place, c'est de dire,
si telle entreprise a, par exemple, 100 tonnes qu'elle n'arrive pas à réduire et tel projet a réussi à réduire ou séquestrer 100 tonnes, et ben, ça va vraiment être un échange, enfin un financement à hauteur de ces 100 tonnes. Donc, l'entreprise va donner de quoi financer ces 100 tonnes et à la place, le développeur de projet va donner l'équivalent de 100 tonnes, une tonne étant un crédit carbone, donc 100 crédits carbone. Le mécanisme est assez simple, un crédit égale une tonne. Parfois, il y a il y a une incompréhension qui est faite avec le marché réglementaire parce qu'un quota égale aussi une tonne. C'est souvent là où il y a la confusion. Pour autant, ce crédit carbone, évidemment, comme je disais, volontaire, donc, va être transféré via un certificat. Et du coup, il y a au niveau international, sur les registres, donc sur les standards, en fait, chaque standard a des registres. Et sur ces registres-là, les 100 tonnes vont donc être sorties de ces registres puisqu'elles auront été attribuées à une entreprise qui a décidé de compenser ces émissions. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Les acteurs du coup, de ce marché volontaire sont à la fois des développeurs de projets, des standards, des auditeurs, puisque tous ces projets sont audités avant de pouvoir générer des crédits carbone. Ils doivent être audités et validés par des auditeurs externes qui viennent vérifier la qualité du projet, par des revendeurs de crédits carbone et par des acheteurs de crédits carbone. Donc, on a vraiment un écosystème assez riche d'acteurs, enfin pas assez riche, mais assez concret, je devrais dire, d'acteurs qui ont chacun un rôle précis dans ce développement-là et dans ce mécanisme. Au niveau des standards, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai mis cette slide parce que je me suis dit que ma présentation serait peut-être partagée, donc ça pourrait être utile. Les principaux standards qui ont été développés, c'est le Clean Development Mechanism, donc c'est le standard de l'ONU qui avait été développé dans le cadre du coup de ce protocole de Kyoto. Et donc certains projets ont été développés sous ces méthodologies-là, qui sont assez rigoureuses. Ensuite, le Verified Carbon Standard et le Gold Standard sont les deux autres principaux standards où, en quelque sorte, en termes de nombre, on a le plus de méthodologies qui ont été développées sous ces deux standards-là. Et c'est pourquoi ils représentent, en quelque sorte, le plus gros nombre de projets à l'international. Pour autant, il y a d'autres standards qui se développent. Et d'ailleurs, dans le cadre de mes fonctions, je travaille sur l'analyse de standards. Alors, pas chez EcoAct, mais au sein de l'International Carbon Reduction and Offset Alliance. C'est l'ICROA, qui est une organisation qui vise à promouvoir les meilleures pratiques sur le marché de la compensation carbone volontaire. On parle souvent de meilleures pratiques puisqu'on est sur un marché volontaire. Donc, c'est comme si on donnait de l'argent à une association. Comment on sait que c'est une bonne association? Eh bien, c'est le rôle de l'ICROA d'aller voir quels sont les bons standards qui développent des méthodologies robustes. On a également des standards additionnels, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça permet d'accompagner aussi les standards sur un certain type de méthodologie ou de projet en particulier. En termes de type de projet, on a principalement deux types de projets. On a les projets de réduction, donc ça va être des projets qui vont en fait avoir projet aussi de réduire, donc faire une transition au sein d'un pays, donc réduire, changer vers un nouveau type par exemple, de modèle qui va être moins émissif. Donc ça, c'est le premier type de projet. Donc par exemple, nous, ce qu'on développe au Kenya avec mon équipe de 50 personnes, c'est vraiment d'aller développer des projets, des fours de cuisson améliorés. Donc, en fait, c'est des fours qui permettent d'utiliser moins de bois. Et donc, à l'échelle, par exemple, du Kenya, on voit que si on ne met pas en place ce type de technologie, en quelque sorte, on perd 50 000 hectares de forêt par an. Donc, il y a une réelle nécessité d'aller développer des mécanismes et des technologies au niveau local qui permettent d'utiliser moins de bois. Donc, on va faire une transition et ça va permettre de ne pas couper les arbres et donc de calculer le carbone qui n'est pas émis grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Donc, ça, c'est vraiment de la réduction. Après, il y a un deuxième type de projet qu'on appelle removal, donc de séquestration, où là, l'idée, c'est pas de réduire de changer des pratiques, c'est plus l'idée de séquestrer du carbone. Et typiquement, dans la restauration de mangroves ou dans la restauration d'écosystèmes, ou dans la replantation d'arbres, etc., on a vraiment une logique d'aller avec la nature
développer des projets qui permettent de séquestrer du carbone par la plantation d'arbres, principalement. On met dans la partie réduction, je mets juste un point là-dessus, ce qu'on appelle avoidance, donc émissions évitées. Et dans les émissions évitées, en fait, on met la conservation forestière. Donc, c'est-à-dire dans la logique de conservation, on ne va pas aller séquestrer du carbone qui est dans l'atmosphère, on va juste ne pas aller en émettre en conservant nos forêts. Donc, on va retrouver également ça dans les méthodologies qu'on appelle les méthodologies REDD, donc Reduced Emission from Deforestation and Degradation. Donc, il y a vraiment cette logique d'éviter d'émettre du carbone. Donc, voilà, c'est vraiment les deux types de projets. Ensuite, je crois que ça, c'est un de mes derniers slides, mais l'idée de dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui s'est mis en place, comme je vous l'ai dit au début, il y a quasi 20 ans, avec peu de financement, peu d'intérêt de la part des entreprises. On était quand même juste avant une énorme crise économique on a mis du temps à s'en remettre. Nous, on a vu beaucoup les évolutions de ce marché volontaire après 2015, donc après la signature de l'accord de Paris, où l'accord de Paris a vraiment mis en valeur la nécessité d'aller investir dans les puits de carbone. Hein, ça fait partie, je crois même, du préambule. Donc, nous, on a vraiment eu beaucoup plus d'intérêt, enfin, et pas nous juste des Coop, mais ce marché volontaire a vraiment grandi après 2015. Et donc, avec des investissements de plus en plus importants dans les projets, on a eu de plus en plus une méfiance autour des projets pour aller dire est-ce que ce sont des projets, est-ce que ce sont des bons projets, est-ce qu'ils respectent bien les méthodologies, est-ce que ce sont de bonnes méthodologies. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, notamment en début d'année 2023 dans les médias, avec un article du journal The Guardian qui a beaucoup fait parler puisqu'il a été après traduit dans Le Monde, dans Libération, dans Novétique, dans un certain nombre de journaux français. Qui remet en cause les méthodologies de conservation forestière. Aujourd'hui, ce qu'il est important de bien comprendre dans ces projets-là, c'est un peu la logique de se dire, quel que soit l'investissement qu'on fait, il est nécessaire de faire des audits des projets, qu'au final, c'est vraiment aller auditer son projet qui va faire qu'on sera rassuré par rapport à la qualité du projet. Donc nous, chez Ecoact, on mène des audits terrain, on va au-delà des attentes des standards et on va aller vraiment regarder et faire nos propres audits en plus des auditeurs pour être sûr que ce dans quoi on investit est vraiment conforme à nos attentes en termes de qualité. On a de plus en plus d'agences de notation aussi qui se développent autour des méthodologies des projets et notamment, et en plus de ça, il y a de plus en plus d'outils digitaux, de tout un tas de calculs et d'utilisation des satellites pour voir l'évolution des forêts, l'évolution de la croissance pour aller être au plus précis en termes du calcul des émissions de carbone. C'est vraiment le travail qui est fait aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des organismes qui se mettent en place tels que l'ICVCM, donc c'est Integrity Council for Voluntary Carbon Markets. L'objectif là, c'est vraiment d'aller définir ce que sont les meilleurs projets de compensation carbone, comment suivre les meilleures pratiques. Donc, ils vont aller compléter un peu l'ICROI et dire quels sont les core carbon principles. On a aussi une grosse demande autour des entreprises, comment bien communiquer, parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur la manière dont les entreprises communiquent. Et donc, VCMI, qui a sorti son Claims of Codes of Practice, donc VCM, c'est Voluntary Carbon Market Integrity Initiative, donc qui vise vraiment à donner aux entreprises les clés pour aller bien communiquer autour de leur travail et autour de leurs actions et ne pas avoir des communications qui pourraient être assimilées à du greenwashing. Donc voilà, je crois que c'est tout en termes de slides. Je n'avais pas prévu d'autres, je crois. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment juste de faire un panorama. Et jeudi, vous aurez mon collègue Valentin qui rentrera dans des exemples de projets, principalement du coup sur le carbone bleu, pour montrer comment on arrive en fait de l'identification d'un projet à la génération des crédits carbone et comment ce mécanisme fonctionne pour aller financer ces projets-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathilde, c'était très clair, très bonne introduction. Un marché neuf, une évolution récente, pas mal de questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur la boîte à questions et Nora est en train de décortiquer. Pour commencer, dans les faiblesses qu'il me semble avoir repérées, c'est le nombre de standards, le fait que
c'est un peu vers qui se tourner, pourquoi l'un mieux que l'autre, etc. Alors, si j'ai compris, il y a l'ICROI qui doit remettre un peu d'ordre dans tout ça, qui doit améliorer. Mais le fait qu'il n'y ait aucune régulation sur les standards, est-ce que ce n'est pas ça vraiment la faiblesse aujourd'hui du marché carbone qui laisse quand même un doute sur le bon usage de ces crédits carbone? Je pense que là, c'est un bon point. En effet, il y a un gros travail sur les standards et sur les méthodologies qui sont développées. Après, la faiblesse du marché carbone, c'est 15 ans de non-investissement. C'est pas les standards, ils ont fait avec les budgets qu'ils avaient. Donc, par exemple, on critique beaucoup les méthodologies RED en ce moment de conservation forestière. C'est des méthodologies qui sont développées en 2005, qui avaient l'appui du GIEC et d'un certain nombre d'acteurs du secteur, comment dire, de la communauté scientifique, mais également qui ont mené un certain nombre de consultations publiques pour élargir vraiment au plus grand nombre la logique derrière des développements de méthodologies. Donc, ce sont des standards volontaires. Évidemment, on n'est pas dans un marché volontaire et vraiment, la logique, c'est de dire que peut-on faire quand on n'a pas de réglementation? Comment participer et c'est comme par exemple au niveau de la réduction, ce qu'on appelle la Science-Based Target Initiative, donc l'initiative pour avoir des objectifs alignés avec la science qu'on applique à nos clients et aux entreprises. C'est aussi quelque chose de volontaire. C'est comment faire, je sais pas, je suis une entreprise du secteur du textile, par exemple, j'ai pas de réglementation, comment me donner une trajectoire et dans cette trajectoire, j'inclus une partie compensation. Dans cette compensation, comment aller chercher les bonnes méthodologies. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec l'existant et cet existant, il est en train de s'améliorer. Typiquement, on verra sur ces méthodologies RED, ils ont augmenté le nombre, les années pour revoir ce qu'on appelle la baseline, le scénario de référence des projets. Ils essayent vraiment d'avoir un certain nombre de revues de leur méthodologie. Sur d'autres aussi, ils n'hésitent pas à sortir des méthodologies. L'important, en fait, c'est bien d'avoir en tête l'historique. Et l'historique, c'est depuis la crise économique de 2007, il n'y a pas eu beaucoup de financement sur ce type de projet. Aujourd'hui, on voit des investissements massifs. Et quand je dis massif, ça sera, je crois, présenté dans d'autres slides, dans d'autres présentations. Mais on a dépassé les plus de 2 milliards en termes de valeur du marché. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui était microscopique et qui commence à prendre vraiment de la valeur dans cette question de comment on arrive à 10 gigatonnes en termes de mitigation par an. Le marché volontaire commence à avoir sa voix, mais avec toute la logique d'améliorer les méthodologies, d'améliorer les projets. Et donc, à la fin, en tant qu'acheteur de projet ou en tant que développeur, dire quelles sont les meilleures pratiques à suivre pour mon projet. Peut-être que celui d'à côté ne sera pas parfait, mais en tout cas, moi, je fais ce qu'il faut de mieux et c'est ce que je présenterai à mes clients et je l'expliquerai comme ça. Donc, c'est cette logique de qualité qui est vraiment… Et on parle aujourd'hui de High Integrity Carbon Credits. Donc, vraiment, quels sont les meilleurs crédits et quelles méthodologies ils ont suivi pour aller remonter un peu le niveau avec les financements qui sont aujourd'hui là pour pouvoir permettre de revoir les méthodologies, d'avoir plus d'outils, de satellites, des choses qui n'étaient pas du tout utilisées encore il y a 15 ans sur ce type de projet. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer la parole à Enora qui va vous en poser d'autres sur la boîte à questions. Est-ce que justement, moi je sens énormément de méfiance aujourd'hui sur le crédit carbone bleu suite aux problématiques du cas crédit carbone du réseau RED, RED+, etc., où effectivement, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup plus de déceptions que de grandes victoires à célébrer en termes de capacité, d'efficacité de ce marché. Et donc, je pense que ça retarde aujourd'hui le crédit carbone, le marché carbone bleu. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce que c'est quelque chose qui est conjoncturel et que justement, avec le marché gonfle et explose, de toute façon, ça va finir par déborder, y compris sur le carbone bleu? Alors, j'ai pas exactement la même analyse, pour être honnête. De mon côté, j'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les océans. Pour être assez transparente, de mon côté, j'ai commencé à regarder ces questions de marché volontaire du carbone et d'océan il y a quelques années, c'était je crois, 2016-2017, où je me disais, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets de compensation carbone, peu sur les océans. Et là, je vous rejoins, en effet, le RED a été depuis déjà 2009. Enfin, ces méthodologies, elles existent depuis très longtemps. Et le nombre de projets qui ont été développés était vraiment plus important. Et il y a eu un retard, non pas, peut-être pas sur les investissements, mais sur le développement des projets. Et les projets RED étaient développés sans particulièrement avoir des financements. Mais la question des océans a pris plus de temps en termes de développement de projets. Mais aujourd'hui, ce retard a été largement rattrapé dans le sens
où en tout cas nous chez Ecoact, ce qui attire le plus nos investisseurs, et là on a le plus de projets qui sont analysés par des investisseurs aujourd'hui, c'est plus des projets océans, plus que les projets forestiers. Alors peut-être que du coup la forêt souffre un peu des critiques qu'il y a eu sur les méthodologies de conservation, mais depuis 2020, la plupart des demandes, à chaque fois qu'on parle des océans, ça résonne auprès de nos investisseurs dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment par exemple le maritime, ou même l'aérien ou l'agroalimentaire. On regarde un peu tous les secteurs d'activité, même l'événementiel. On arrive vraiment à avoir un mapping. Là, je ne peux pas détailler tous les secteurs, mais on a un certain nombre de secteurs d'activité ou d'industrie en France qui montrent leurs intérêts sur ces sujets-là. Mais je rejoins, c'est vrai que c'est des projets qui sont arrivés tardivement sous ces mécanismes-là comparé aux projets forestiers. Aujourd'hui, il y a un intérêt, peut-être parce qu'on considère que c'est des projets rares, avec énormément de co-bénéfices, notamment sur la question de la biodiversité, qui est de plus en plus au cœur de toute façon de toutes les stratégies d'entreprise. Donc ça se rejoint énormément. En tout cas, je l'espère que la biodiversité se retrouve de plus en plus au cœur des stratégies. Pour rien vous cacher, on ne le voit pas encore totalement sur le terrain. Pour le moment, on sent un léger frémissement, on en entend beaucoup parler, mais on ne voit pas encore les millions de dollars tomber sur les terrains pour la protection de la biodiversité. Bien au contraire, je dirais. Je passe la parole à Enora qui va répondre à certaines questions qui nous ont été proposées et synthétiser d'autres. Bonjour à tous. Du coup, une première question, c'est: à votre avis, pensez-vous que le marché réglementaire est un moteur plus favorable et plus efficace qu'un marché volontaire? C'est une bonne question. Je pense que c'est des mécanismes différents parce qu'en fait, dans le marché volontaire, on va vraiment aller voir des projets. Donc, on est plus sur la logique de l'accord de Paris des puits de carbone. Dans le marché réglementaire, on est plus dans la réduction. Donc, en fait, ils sont complémentaires pour moi, ces deux marchés-là. On va aller en quelque sorte faire de l'échange de quotas, mais du coup c'est de l'échange de réduction pour pouvoir atteindre un objectif au niveau européen. Dans le marché volontaire, on va aller vraiment voir des projets et aller travailler sur cette séquestration au niveau global et cette réduction au niveau global. Donc pour moi c'est complémentaire, c'est pas particulièrement une question d'efficacité. On voit au niveau international qu'il y a de plus en plus de marchés et de réglementaires qui se mettent en place, qui vont aller de pair avec des investissements qu'on retrouve dans les marchés volontaires. Que c'est complémentaire. Je ne les mettrai pas en opposition. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, quelles sont les précautions pour garantir que les crédits générés arrivent réellement sur le terrain et auprès des projets locaux? Les précautions à prendre, en fait, c'est de travailler au plus proche du projet. C'est-à-dire d'être en quelque sorte le développeur de projet, d'avoir clairement un budget. Et donc, dans ce budget du coût, l'idée, c'est de se dire tout ce qui va être utilisé. Il y a une partie qui est dédiée, ce qu'on appelle en fait dans les mécanismes, le benefit sharing mechanism, donc de dire comment les bénéfices liés au projet vont être redistribués aux parties prenantes locales pour continuer le développement du projet, pour faire des activités supplémentaires et pour permettre vraiment d'être au plus proche de l'activité terrain. Et ça, c'est en connectant de manière la plus rapprochée l'investisseur et le développeur de projet. Et après, c'est au développeur de ce projet de suivre les bonnes pratiques et à l'investisseur de vérifier que son investissement suit ces bonnes pratiques. Et donc là, j'en reviens aux pratiques au code de bonnes pratiques de l'ICROA, de l'Integrity Council for Voluntary Carbon Market et de tous les guides qui sont mis en place pour bien respecter en termes de gouvernance, en termes de partage des bénéfices, etc., que tout ça soit bien mis en place sur le terrain. Mais à nouveau, c'est à l'investisseur aussi de vérifier si le développeur fait bien son activité terrain. Parfois, je prends le parallèle avec des ONG. Par exemple, si on investit dans une ONG et que finalement l'ONG ne met pas bien à profit l'argent, les dons, par exemple, on ne va pas considérer que toutes les ONG sont pourries sur Terre. On va juste se dire, cette ONG ne fait pas bien son travail. Eh bien, oui, il y a des projets de compensation carbone qui ne font pas bien leur travail et qui ne redistribuent pas bien les fonds. C'est à l'investisseur de vérifier que ces investissements sont bien mis en place, sont bien appliqués sur le terrain, donc à l'entreprise ou à la communauté, ou à la ville qui est neutre en carbone, ou qui a des objectifs de neutralité carbone, etc. Et aux développeurs de projets de bien faire le travail. Parfait, merci beaucoup pour ces explications. Une autre question, parmi les trois standards que vous avez présentés, y en a-t-il un qui est plus applicable au carbone bleu?
Oui, en effet. En fait, les standards se sont aussi positionnés sur des types de méthodologies. Et Vera a le plus développé des projets, des méthodologies en lien avec la forêt et en lien avec en lien avec les écosystèmes côtiers. Donc, je vous invite à aller regarder les méthodologies et notamment le groupe de travail de Vera sur le carbone bleu. C'est un groupe de travail hyper intéressant vous verrez les noms des personnes qui travaillent dans ce groupe. Je pense que vous en connaissez largement la plupart, qui sont des personnes, des experts assez reconnus sur les questions de carbone bleu, quoi, vraiment de carbone et océan. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je dirais c'est principalement Vera qui a développé ça. Et donc, ils ont ce qu'on appelle le Blue Carbon Working Group, que je vous conseille d'aller visiter la page si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Une dernière question, j'en profite pour remercier Gilles pour sa question et je dis à Christine qui a posé une question que la réponse sera plutôt apportée dans la deuxième partie du webinaire. Une dernière question qui m'a été posée, c'est est-ce que le marché réglementaire et le marché volontaire sont imperméables et est-ce que ce ne serait pas justement une solution de les rendre imperméables pour des entreprises qui aient des contraintes puissent acheter sur le marché volontaire de manière à donner plus de valeur au marché volontaire? Il y a en fait des liens sur cette partie-là, sauf que le marché réglementaire est plus cher que le marché volontaire à date, puisqu'en fait, il est réglementé. Le marché volontaire, c'est un peu l'offre et la demande. Mais donc, quand il y a beaucoup d'offres, il monte, il vient à 2 milliards. Quand il y a beaucoup de demande, il arrive à 2 milliards. Et on estime 10 à 40 milliards d'ici 2030. Mais il y a quelques années, il ne représentait pas grand-chose. Donc, il y a un lien. Et les entreprises du marché réglementaire peuvent acheter une partie de leur crédit. Alors, c'est très faible quantité, mais ils ont une quantité qu'ils peuvent acheter sur le marché volontaire. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce qui va donner de la valeur à l'entreprise, c'est ce qu'on appelle ça, on appelle plus ça du volontaire, on appelle quasiment ça de la soft compliance. C'est vraiment la nécessité de ces entreprises qui ne sont pas sous des réglementations à s'investir. Et ça, c'est vraiment par la pression des parties prenantes, de l'évolution, enfin de tout ce qui est traité aujourd'hui par les entreprises. C'est une sorte de pression de la société sur ces sujets-là qui les vise à faire en quelque sorte, même s'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller vers ça pour garder en quelque sorte ce qu'on appelle un leadership climatique qu'on voit de plus en plus dans des grandes entreprises qui se positionnent avec des investissements massifs. L'idée, et à la fin, c'est de se dire, OK, on a ces investissements, comment bien les mobiliser, comment bien les orienter vers les bons financements, vers les bons projets. Et donc, nous, chez Coac, la logique, c'est quels sont les bons projets, comment développer les bons projets. Parce qu'autrement, on trouve un peu tout et n'importe quoi, quel que soit le mécanisme en place. Ce n'est pas juste la compensation carbone. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde, pour ces informations très, très claires. Et, on n'hésitera pas à échanger avec vous dans le futur pour parler de vrais bons projets. Merci beaucoup. On va passer à Christine Dupuis, qui va nous faire une présentation depuis l'Université de La Rochelle sur les problématiques de l'écologie. On va partir en écologie et parler des écosystèmes sur le carbone bleu, ce qui rejoint un petit peu la question que Christine avait posée tout à l'heure, enfin, qu'une autre Christine avait posée dans la boîte à questions. Voilà, donc sans doute que Christine Dupuis. Voilà. Merci, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Oui, donc là, je vais vous parler en fait globalement du littoral et des marais, hein, donc les zones côtières et les marais littoraux et rétro-littoraux, qui sont des écosystèmes en fait qui sont clés dans le carbone bleu. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous allez connaître dans ce que je vais dire et d'autres choses que j'espère vous apprendre. Diapositive suivante. Pour resituer en fait où est le carbone en fait sur la planète Terre, globalement le carbone est à peu près partout, dans l'atmosphère, dans la biosphère, dans la lithosphère et dans l'hydrosphère. Donc ça veut dire qu'il circule à travers ces différents systèmes par un cycle long du carbone qui est représenté en vert là sur la diapositive ou un cycle court du carbone qui est représenté en beige sur la diapositive. Donc vous voyez que selon en fait la temporalité que l'on prend, on va s'intéresser soit au cycle court ou soit au cycle long du carbone. Alors, moi, je vais plutôt m'intéresser dans ma présentation au cycle court du carbone. Mais juste pour vous donner l'idée du cycle long du carbone, hein, en fait, c'est prise en compte de tout ce qui est stock de carbone
dans la lithosphère, à savoir le charbon, gaz, pétrole et roches calcaires, hein, qui sont des processus extrêmement longs dans la temporalité, mais en fait qui vont, par des systèmes d'érosion, de volcanisme, d'incendie ou d'utilisation tout simplement pour les activités humaines par la combustion, revenir dans le cycle atmosphère-biosphère. Donc, pour revenir sur le cycle court, diapositive suivante, du carbone, là on parle plutôt d'un cycle qui va de 1 an à 100 ans, et là vous avez représenté de façon très schématique sur votre droite l'entrée du carbone dans les écosystèmes. Donc en fait, par le processus de la photosynthèse, c'est-à-dire par la présence de la végétation aquatique, d'où le carbone dit bleu, ce CO2, en fait, ce dioxyde de carbone va rentrer dans la végétation par le processus de photosynthèse. Puis, ce carbone sera transformé, en fait, dans les organismes vivants à travers toute la biodiversité que l'on a et le système un peu complexe que je ne vais pas détailler ici. Mais pour le coup, en fait, ce carbone qui est sous forme, par exemple, de carbone organique qui est écrit en C, vous voyez ici sur les petits C un peu partout, c'est du carbone organique. Donc, par exemple, le sucre, ici, représenté. Il y a d'autres sources, mais c'est juste pour simplifier. Donc, ce carbone, c'est de la matière organique, du carbone organique, qui va transiter dans les chaînes alimentaires, et puis à un moment, qui va se retrouver, en fait, en contact avec des organismes qui vont transformer, des organismes décomposeurs, comme les bactéries, et qui vont transformer ce carbone organique et qui va repartir dans l'atmosphère. Donc là, c'est un cycle hyper court. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, que ce carbone organique qui est piégé dans le sédiment ne soit pas décomposé, pour le coup, et donc la décomposition qui sera dans des zones, la décomposition qui ne se fera pas dans des zones peu ou faiblement oxygénées, avec peu de décomposition de la matière, ça c'est vraiment le carbone organique qui est séquestré dans les sédiments, et donc on parle bien de carbone bleu dans ces sédiments qui ont séquestré le carbone qui est issu de toute l'activité de cette biodiversité. Diapositive suivante. Vous savez tous donc qu'il y a une urgence climatique avec l'augmentation exponentielle du CO2 dans l'atmosphère qui est passée de 200 ppm à 400 ppm donc depuis l'industrialisation. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Diapositive suivante. Et donc, ce CO2 qui est libéré dans l'atmosphère, qui est l'origine, hein, qui est 50% de l'effet de serre, c'est le CO2, qui est donc à l'origine de la combustion des hydrocarbures fossiles, la minéralisation de la matière, donc la décomposition de la matière végétale, comme j'ai parlé tout à l'heure, donc suite à la déforestation, ou la décomposition de la matière végétale et animale dans les écosystèmes aquatiques, ça libère du CO2. Mais il y a un autre gaz à effet de serre dont on parle beaucoup aussi, c'est le méthane. Et donc, le méthane, c'est la combustion incomplète du bois, la digestion de matière végétale, la dégradation anaérobie de la matière, etc. Donc ça, c'était juste pour replacer ces gaz au niveau de l'effet de l'effet de serre. Diapositive suivante. Donc, on a beaucoup parlé au départ bien évidemment, réduire les émissions, c'est possible, et supprimer, c'est impossible, comme l'a dit Mathilde aussi. Hein, il y a des activités humaines, etc. Donc ça, c'est impossible. Mais trouver des solutions pour décarboner nos énergies ou trouver des nouvelles approches comme des puits de carbone, eh bien, nos forêts, par exemple, ça a été le premier constat, c'est que nos forêts, donc effectivement, ont des émissions négatives avec la captation et la séquestration du carbone atmosphérique par les écosystèmes terrestres. De façon plus récente, diapositive suivante, on a remarqué une forte capacité de stockage du carbone dans le littoral et les marais. Et donc, tout écosystème végétalisé va pouvoir, en fait, à plus ou moins, je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure, va plus ou moins, en fait, être un puits de carbone. Donc là, on peut avoir, donc là, il doit y avoir une animation sur ma diapositive, puisque voilà, il y a les mangroves. Les meilleurs candidats pour le carbone bleu, la captation et séquestration du carbone, c'est les mangroves, les marais salés, les herbiers et l'océan, donc la colonne d'eau qui contient aussi de la végétation.
Donc, vous voyez sur ce petit schéma en bas, c'est ce continuum terre-mer où on peut, à chaque, et selon l'endroit où on se trouve, on peut avoir des mangroves ou un marais salé, une vasière, un herbier et la colonne d'eau, herbier marin, qui est ici en zone dite subtidale et des herbiers qui sont en zone intertidale plus en amont. Donc ça, ce sont des bons candidats pour la captation et séquestration du carbone bleu. Diapositive suivante, pour quelques chiffres ici. Donc vous voyez ici que quand on prend les salt marsh, les mangroves et les seagrass sur votre le graphe de gauche ici, ben, vous voyez ici que vous êtes à peu près à un peu plus de 100 grammes de carbone par mètre carré et par an. Comparativement à nos forêts tempérées, boréales ou tropicales, ben, vous voyez que c'est un peu moins de 10. Donc, il y a une très, très forte potentialité. Alors là, on est dans le taux de séquestration de carbone dans la zone côtière de façon très élevée. Et on s'aperçoit que sur le graphe de droite, que les herbiers, les marais salés, les mangroves, là où est le carbone, c'est le carbone qui est dans le sol, dans les sédiments. Alors que comparativement, dans les forêts, vous voyez que c'est dans la biomasse vivante, dans le bois, dans les feuilles, que le carbone est stocké. Et donc là, vous avez en fait, soit c'est le sol, soit c'est la plante en elle-même. Mais il faut faire attention, c'est là où je mets un point, c'est que en fait, vous voyez quand même une forte variabilité de ces potentielles séquestrations de carbone et que en fait, faire un bilan carbone des différentes zones humides, eh bien, les mesures à faire sont manquantes en fait et ne sont pas suffisamment développées et les mesures sont vraiment nécessaires à l'échelle locale pour pouvoir bien estimer le bilan carbone de telle mangrove ou de telle zone d'herbier. Diapositive suivante, c'est juste pour vous montrer donc quelques chiffres issus de la bibliographie et de nos travaux actuels. Vous voyez qu'en fait, là, on parle de la séquestration du carbone et pas la captation. Séquestration, la colonne d'eau en océan, elle fait 0,06 tonnes CO2 équivalent par hectare et par an, alors qu'on peut aller sur des valeurs de marais salés ou d'herbier à 6 tonnes. Les présalés, ça c'est nos premiers résultats, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent par an et par hectare, ce qui correspond à pratiquement l'empreinte carbone d'un habitant par an, enfin un habitant moyen, c'est même un peu moins, je crois que maintenant on est à 9 tonnes. Et vous voyez que les vasières intertidales, il y a une très grosse incertitude, ça passe de 0,06 dans la bibliographie à 44 tonnes de CO2. Et donc là, il y a une très, très grande variabilité, d'où encore, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas totalement généraliser et il faut quand même réussir à faire ce bilan carbone sur les différents écosystèmes. Diapositive suivante. Donc, et là, il y a des animations qu'on peut faire tourner. En fait, là où on voit mieux les choses, c'est que les bons éléments en fait, pour un bon puits de carbone, c'est que d'abord, il faut être en bon état écologique, que les milieux salés sont les meilleurs candidats, que le piégeage du carbone organique dans les sédiments peu oxygénés sont favorables à la limitation de la décomposition, donc au stockage de carbone dans le sédiment, que la plante va favoriser aussi la sédimentation. Donc, dans les zones avec des apports importants de sédiments, eh bien là aussi, ça séquestre bien. La présence de l'eau qui va favoriser la solubilité du CO2 comparativement aux écosystèmes, on fait le lien avec écosystèmes terrestres, et bien sûr une végétation, la végétation est extrêmement importante pour la captation et l'entrée du carbone dans nos écosystèmes. Diapositive suivante, j'insiste là que finalement, si vous prenez le schéma de gauche, en haut à gauche, vous avez un écosystème herbier ou mangrove qui est en très bon état. Et donc, les habitats représentent pour le coup ce qu'on appelle des puits de carbone. Donc, ça capte et ça séquestre bien du carbone. Dès que vous dégradez un milieu, donc si on peut mettre le texte en fait en animation, voilà. Dès que vous dégradez le milieu, la conséquence, c'est que vous diminuez le potentiel de piégeage du carbone, vous relarguez le carbone qui a été stocké dans les sédiments, si vous déstabilisez les sédiments, si vous exposez le sédiment à l'oxygène, vous exposez ce carbone organique stocké
avec des micro-organismes qui vont décomposer ce carbone organique. Et donc, au lieu d'avoir un écosystème puits, vous aurez un écosystème source. Et pour conclure, la dernière diapositive, c'est qu'il existe des solutions en fait pour maintenir ou augmenter la capacité de séquestration du carbone par les habitats côtiers végétalisés. Et là, vous pouvez faire, voilà, venir toutes les animations. C'est la restauration, c'est replanter des végétaux adaptés, restaurer, protéger les sols des zones humides, remettre en eau certaines zones qui ne sont plus des zones humides, limiter l'urbanisation sur les zones humides, stopper le drainage des marais. Il y a des milieux qui n'ont plus ce continuum terre-mer, donc reconnecter les marais aux fleuves, rivières et littoraux et réduire des apports de nutriments, donc et éviter l'eutrophisation et la dégradation des milieux. Voilà, j'ai été très rapide, mais je pense que j'ai déjà un petit peu dépassé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Dépassé de très, très peu d'abord. Et puis, en plus, je pense que c'était intéressant. C'est pas si grave. Et puis, c'était très clair. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte à questions de manière à ce qu'Enora puisse les reprendre. Juste une question. Ces calculs, ils ont l'air assez absolus, j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une norme pour calculer la séquestration d'un hectare de posidonie, d'un mètre carré de posidonie? Parce que j'ai l'impression qu'on ne calcule pas toujours de la même manière. D'abord, les écosystèmes ne sont pas tous exactement les mêmes. On revient à plein de mangroves, dans des états très différents. Il fait que la posidonie, elle peut être dans des états très différents aussi. Et puis, je n'ai pas l'impression que tout le monde calcule de la même manière d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre, etc. Est-ce qu'on va vers une normalisation de ces calculs? Alors, on espère, du moins, c'est ça. Effectivement, il n'y a pas je dirais, de recette de cuisine pour le moment, ou à ma connaissance, il n'y a pas. Faire un bilan carbone, c'est assez compliqué. Il y a des gens qui prennent à la fois, il y a des échanges, en fait, entre l'atmosphère eau, l'eau, le sédiment, l'eau et le sédiment. Donc, en fait, vous avez plusieurs interfaces. Et il y a des actions, en fait, où on va évaluer le stock de carbone dans les sédiments. Mais pour moi, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir quel est le taux de sédimentation, c'est-à-dire la dynamique en fait de son écosystème. Ce qu'il faut voir aussi, c'est l'écosystème dans sa globalité. Parce que vous avez du carbone organique qui est dit autochtone, c'est-à-dire en fait qui vraiment est transformé, dégradé, etc. à l'échelle de l'écosystème, mais vous avez des apports, les apports du bassin versant et des apports océaniques. Donc, il faut aussi voir l'écosystème dans son intégralité. Et ça, on a des données encore qui sont trop parcellaires, on va dire. Donc, pour moi, il n'y a pas encore la recette. Il manque encore des données sur les connaissances, en fait, des connaissances sur le carbone bleu, nos potentiels de séquestration et de captation, et aussi relier ça à des modalités de gestion des écosystèmes. Donc, il y a des marais, par exemple, qui sont gérés pour la biodiversité ou gérés pour telle autre chose. Quel effet sur le carbone bleu? Ça, c'est encore pas fait. Donc, je pense qu'on est encore, il y a des gros projets que l'État français met en avant, hein, c'est les PEPR fer carbone que le monde académique a répondu largement. Et là, on aura en fait un panel de différents écosystèmes avec des bilans carbone. Et là, on espère sortir une méthodologie générique pour tout le monde. Merci beaucoup. Oui, je vais laisser Enora continuer. Ce qui se décide malgré tout, c'est effectivement qu'à l'échelle mondiale, on se retrouve avec un marché réglementaire très européen, enfin qui n'est pas mondial, un marché volontaire qui est compliqué avec plein de standards et plein de calculs différents et des choses qui sont en train de se mettre en place dans certains pays, notamment développés. Et donc là, il risque sans doute d'y avoir une distorsion d'une zone à l'autre pour bien calculer de la même manière et savoir si on parle bien de la même chose. Enora, je te laisse la parole. Première question, qu'en est-il des récifs de coraux et des zones coralligènes en tant que puits de carbone? Alors, c'est une bonne question et c'est assez, on va dire, contre-intuitif. Alors, je ne suis pas chimiste, hein, mais faire la calcification, en fait, c'est émetteur de CO2. Donc, ça veut dire que faire une coquille,
faire un récif corallien, ça émet du carbone au final. Mais en fait, il ne faut pas prendre ça comme étant quelque chose d'individuel, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'écosystème dans son intégralité. Et auquel cas, là, effectivement, il y a des organismes, le coralligène ou les coraux, il y a des organismes autotrophes qui font la photosynthèse, etc. Et donc, c'est cette balance et ce bilan entre la calcification et la captation en fait du carbone par ces organismes-là. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, afin de mieux comprendre, une captation de carbone organique par des espèces marines n'est finalement pas une séquestration, surtout si ce carbone, une fois l'animal mort, est transformé par la chaîne alimentaire. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que comment je la lis là. Pour bien, une captation de carbone organique. Ah oui. En fait, le carbone, le CO2, il rentre dans la plante. Si la plante est mangée par un organisme, cet organisme, il respire et donc il faut faire cette balance entre captation et émission. Ceci dit, s'il y a seulement une infime part de carbone organique du végétal ou de l'animal qui meurt, qui est enfoui dans le sédiment, dans une zone anoxique, eh bien là, il est protégé de la décomposition et ça devient du carbone séquestré dans le sédiment. Et vous avez vu que l'essentiel dans les écosystèmes aquatiques, l'essentiel de la séquestration du carbone se fait dans les sédiments. Donc, bien sûr, il y a une part qui est transformée et qui est re-respirée et qui repart dans l'atmosphère, oui. Dans l'eau, puis dans l'atmosphère. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce qu'on est en mesure de calculer efficacement la destruction évitée, en particulier sur des écosystèmes marins, et au regard des valeurs relativement faibles si on n'intègre pas les apports au niveau écosystémique? Oui, ça c'est la question de Christine. Donc, c'est vraiment important de prendre l'écosystème dans son ensemble et pas seulement, par exemple, sur un herbier, on ne va pas seulement prendre la plante en elle-même. Il faut prendre l'ensemble de l'écosystème, les apports qu'elles ont, exportation, importation de tout ça. Et donc, si on fait un bon bilan carbone de cet écosystème herbier, eh bien, s'il est détruit, finalement, on sait qu'on aura perdu tant de carbone, en fait. Si on a perdu tant d'hectares d'herbier, on a perdu tant d'hectares de carbone séquestrés par cet herbier. Mais pour moi, l'approche écosystémique, elle est vraiment très importante. Oui, en effet, effectivement, quand on le voit ça au niveau des herbiers, mais aussi totalement au niveau des mangroves avec la captation de sédiments. C'est beaucoup plus large que simplement une plante par elle-même. Merci beaucoup, Christine. Merci, Nora. Je vais passer maintenant la parole à Thorsten, qui va nous présenter maintenant ce marché du carbone bleu. Et je le remercie parce qu'effectivement, Thorsten est très impliqué à une échelle mondiale dans de très nombreuses cercles de réflexion sur ces problématiques. Et donc, merci à Thorsten de nous parler de son expérience. Je vous laisse la parole. À vous. Thank you very much. Pleasure being with you. I think we heard about the complexity. I will talk about narrative and how blue finance is and to go beyond, obviously, the carbon side solutions and introduce these concepts of blue natural. Next slide. Can you move to the next slide, please? Great. So you heard the significant climate change mitigation value of coastal ecosystems. From a financial point of view, it's
important to understand that the social cost of carbon, that is the value of this avoided emissions, exceeds easily 100 euros per ton. And this does not include valuing all the wider range of co-benefits in terms of resilience, adaptation, biodiversity, water quality, etc. Next slide. In a recent paper, the International Finance Corporation had looked at these various carbon aspects. So if we just take the voluntary carbon markets, we talk about issuance in excess of $1 billion in 2021. And we're talking about market prices in the range of $15 to $35 per ton of carbon credit for mangrove restoration and reforestation. But there are additional potential finance streams. So beyond these specific markets, you can, what we call integrate blue carbon into the value chains and thereby using the ecosystem to reduce the impacts and thereby deliver nature-based solutions. We have a whole range of blue finance principles and taxonomies, from the European Sustainable Blue Finance Principles to green bonds, green loans. All of these help to deliver transparency and provide financial institutions with a real focus on investing here. But these natural wetlands also deliver storm damage limitation, for instance. So there's a resilience value that could be financeable through insurance structures. And we now have new blue bond structures as larger financing mechanisms for corporations and governments to have funding for nature conservation restoration for these systems. Next slide. So we talked about what a carbon credit is, equal to 1 ton of avoided, reduced, or removed emission. And the total amount of credits issued so far since 2007 is probably 4.7 gigatons. In the compliance markets, we talked about the Paris Agreement Kyoto beforehand, but there's also, for instance, CORSIA in the airline space. The supply and demand is what drives the price. So the demand comes from corporates and others that have made net zero carbon commitments and so need to buy these credits for either a specific offsets for activities or to achieve reaching those commitments. And on the supply side, it's of course project developers, local communities, and others that control these systems, including governments, that provide these credits. Next slide. You already heard about these multiple standards in the market. We also have public frameworks, including, for instance, in Australia, but the total blue carbon market to date is still small. We're talking about 1 million tons of credit. And the transaction costs are still very high. It's a complex universe of steps and parties involved. So there's a big focus now on having higher quality standards under development, including ways to recover, to reduce the cost and improve monitoring and verification. We assume that given that there is this latent demand, there will be higher prices, and there are alternative finance opportunities for blue carbon projects that focus on additional revenue streams, additional ecosystem benefits, and not just the sale of the carbon credit. Next slide. One example I wanted to give here is the Blue Carbon Accelerator Fund and the Blue Natural Capital Financing Facility. These are two grant-giving facilities set up by IUCN to deliver
grant support to developing countries that work in this space. And they are really steps in order to get projects to a state where they can be investable, give you more information. Next slide. So to take the markets, what we need is carbon markets, which deliver therefore prices that are commensurate, that are equivalent to the social cost of carbon. And this is where the big debates is going on at the moment. So countries are discussing registries and other market bodies that make sure that we achieve these high standards and the appropriate prices. And so the goal is very much to move by 2025, by the time of UNOC 3, the UN Ocean Conference in France, to mandatory processes and outcomes that deliver robust price signals and achieve this alignment to the 1.5 degrees pathway. Next slide. Je suis désolé, mais effectivement, Thorsten, votre connexion n'est pas très bonne. Et le temps que je passe les slides, ça prend un peu de temps avant que vous voyez le changement. That's why. No problem, Fabrice. Sorry about the connection. No problem. Can you hear me now? So this gives you an outlook where we are focusing now with protect and restore these blue carbon ecosystems, with countries taking very much a focus on, and the NDC process under the Paris Agreement is a way to provide to integrate blue carbon commitments into the national strategies. Emitters need to substantiate their net zero pathways, and Article 6 is the way to include transboundary mechanisms here. So we may have not just voluntary, but also effective compliance markets that are international and would benefit from access to high quality credits. Next slide. And given the time, I will just use this as the last slide on blue finance, because blue finance is really the broader narrative saying that finance will increasingly come into this ocean space. The blue carbon is an entry point for sustainable finance. Companies that are already interacting with the ocean need to address the financing issue. We have a gap in the blue finance space, but we now have principles, we have papers from the Ocean Panel and others that will help to identify impact pathways, how we can assess and deliver finance into the blue space. And maybe this is a good point to end the presentation. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Thorsten. Nous sommes vraiment désolés, effectivement, la connexion n'était pas très bonne. C'est pour ça que nous nous sommes permis de couper d'abord votre caméra et ensuite de stopper un peu plus tôt. Il y avait encore des éléments. Juste pour tous les personnes qui posent la question, ce PowerPoint sera disponible sur la page Ecosolutions et vous pourrez retrouver l'ensemble des interventions, soit sous la forme du webinaire lui-même, soit effectivement directement les ressources et les différents éléments qui ont été faits gentiment par les trois présentateurs. Donc, nous allons passer aux questions à Thorsten pour savoir effectivement
par rapport à ce marché, comment ça marche réellement. Et je vais me permettre de commencer la première question. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires de votre côté. La première question que je voulais poser à Thorsten, même si c'est plutôt une introduction au webinaire de jeudi, je voudrais savoir si je suis gestionnaire d'une aire côtière protégée, que j'ai un écosystème en bonne santé et qu'on estime qu'il séquestre l'équivalent de 10 tonnes de carbone. Est-ce que je vends mes 10 tonnes de carbone une seule fois à 30, entre 10 et 30 euros voilà. Ou est-ce que je le vends tous les ans à 10 ou 30 euros voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que si je le vends comme ça à 10 ou 30 euros, si le jour où cet écosystème est détruit par moi ou par une infrastructure, qui rembourse? Comment ça marche? Voilà les questions que je vous ai posées à Thorsten. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. I think I have, and I think that takes us back to right of the beginning of our discussion. What we are talking about in the carbon space, prevent an action that destroys the carbon or an action that restores the carbon. So you're not selling your solid base. You're showing that you are undertaking efforts that prevents further destruction or restores carbon. And that you do in every year that you do it. And so it's linked to that specific time period and your specific action. Je ne sais pas si tout le monde a très bien entendu, mais effectivement, ce n'est pas une ressource figée que l'on vend, mais c'est un effort pour restaurer ou un effort pour protéger particulièrement. Et donc, c'est une vente de l'effort, enfin voilà, c'est l'effort qui est vendu et donc c'est lié à cet effort. Donc, c'est temporel, c'est dans le cadre d'un projet de restauration ou de conservation spécifique pour éviter une destruction. Merci beaucoup, Thorsten. Enora, est-ce que tu as d'autres questions qui sont arrivées? Alors, j'ai une question, c'est quelles sont les principales limites de ce marché? Les principaux problèmes dont on fait face? Thorsten, je ne sais pas si vous, mais nous ne vous entendons plus du tout. So, was the question what the principal challenges are for this market? Is that how you describe the question? Enora, si tu peux poser la question, mais effectivement, si on ne vous entend pas du tout, Thorsten, je suis vraiment désolé, on devra interrompre parce que c'est pour nous inaudible pour le moment. Enora? Oui, la première question, c'était quelles étaient les principales limites de ce marché, donc les principaux problèmes que les personnes qui font de la finance bleue vont rencontrer. Yes, and I thought I had covered that. The principal problem is that it's a complex transaction. So there's a lot of effort involved from the start of the design of the project to the very challenges. C'est un peu compliqué. On va essayer une dernière question de la part d'Enora et puis on va passer malheureusement à la conclusion. Je suis vraiment désolé, Thorsten, parce que vraiment, c'était très intéressant, mais malheureusement, la technique nous joue des tours. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Non, essaye une dernière question et on va voir si on peut entendre Thorsten. Sinon, on va passer. Une dernière question, c'est on voulait savoir
qui encadrait le marché du carbone bleu afin d'avoir un petit peu une idée de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Je n'ai pas bien compris. L'ensemble des acteurs, quoi? Qui encadre le marché carbone? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais qui assure cet encadrement général? Est-ce que c'est vraiment la loi de la jungle, comme on le pense, ou est-ce qu'il y a un encadrement général? Well, so this is exactly what we are working towards. So as for instance, you have a blue carbon bias standards from a bias perspective. Similarly, you have the project side working with these verification organizations. Je suis vraiment désolé. On entend vraiment rien. Standards on the supply side. So there are various efforts to move this into a more organized, more and a credible market. Je vais rester sur cette conclusion que je trouve très bien. Il va falloir effectivement que le marché évolue pour être plus crédible et ouvrir à plus de beaux projets, de plus de beaux financements. Thorsten, sorry, I was just saying that both on the buyers and on the seller side, efforts are... Là, je crois que je ne vous entends plus du tout. Je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses, merci à vous d'avoir contribué à cet atelier. Malheureusement, nous allons mettre fin. Nous avons vu effectivement que nous étions dans un marché neuf, un marché qui représente quand même des montants colossaux, hein, de 1 milliard en 2021 et quasiment 2 aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux financiers importants. Il y a des enjeux de faire des évolutions sur l'encadrement, puisqu'il y a beaucoup de standards, sont-ils tous très très bons. Il y a aussi beaucoup de méthodes de calcul pour les séquestrations, sont-ils tous très très bons. Donc je vais laisser juste un dernier mot à Christine Dupuis, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces enjeux de marché carbone, tels que vous le vivez vous en tant que scientifique, mais aussi actrice de votre territoire sur La Rochelle. Eh bien, je dirais que le monde académique a encore beaucoup de travail à faire sur la connaissance du carbone bleu et que je trouve qu'il faut le faire aussi en duo avec, aujourd'hui je travaille avec les collectivités territoriales, on est en duo, il faut travailler aussi au niveau français avec l'ADEME, il faut essayer de normaliser ce calcul de bilan carbone et à partir de là, on pourra faire valoir aussi l'importance, non pas seulement pour le carbone bleu de ces zones humides, mais aussi pour la protection des côtes, on a l'élévation du niveau de la mer, on a aussi le contexte de l'augmentation de la température. Donc, tous ces écosystèmes aquatiques vont jouer un rôle dans des fonctions écologiques très diverses. Donc, séquestration du carbone, captation, oui, le carbone bleu, mais aussi d'autres fonctions tout aussi importantes pour la mitigation du changement climatique. Merci beaucoup. On va en rester là. Je vous propose à toutes et à tous de nous retrouver pour le prochain épisode qui va avoir lieu donc jeudi prochain. Je crois que vous avez tous reçu des liens si vous êtes inscrits. Voilà, pour le retour d'expérience sur des projets et du feedback sur des différentes initiatives qui ont été montées, soit en France, soit à l'étranger. Nous avons au Belize, il me semble, notamment, et au Mexique. Donc, merci à tous de se retrouver jeudi pour la deuxième partie de cette série et continuer à parler du blue carbone, mais essayer effectivement de faire atterrir ces financements vers les gestionnaires et vers l'action qui permet la restauration et la séquestration du carbone. Merci à toutes et à tous. Merci Christine. Merci à tous les intervenants et encore toutes mes excuses pour Thorsten qu'on a perdu au cours de route pour les problèmes de connexion. À très bientôt, à jeudi. Merci beaucoup.